à tous, bonsoir à toutes. Euh, nous Bonsoir sommes très Manuela. heureux de vous accueillir à ce webinaire. Bonsoir Franck, bonsoir Monsieur Yao, à tous nos Bonsoir. participants. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. De là où vous vous trouvez, j'espère que vous allez bien. La rupture, j'espère que ça s'est bien passé. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire consacré à un sujet essentiel pour l'efficacité de l'action publique, l'application des normes du PMI dans la mise en œuvre des projets publics de développement économique durable. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Manuela Tano. Je suis députée vice-présidente des départements Outreach Corporate Government and Social Impact au sein du PMI chapitre Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, à l'instar de nombreux pays en développement, notre pays, notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, est confronté à des défis majeurs qui nécessitent des investissements publics importants dans des projets à fort impact économique et social aussi. Cependant, ces projets sont-ils mis en œuvre selon les normes promues par le PMI, qui ont largement fait leur preuve dans les projets au niveau du secteur privé? Est-ce que ces projets ont un intérêt à s'aligner à ces standards promus par le PMI? Pourquoi? Et d'ailleurs, quels sont ces standards? C'est toutes ces questions-là auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette rencontre de 1h30, pas plus. Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons notre invité de ce jour, celui qui va nous parler des projets dans le secteur public. Il s'agit de Monsieur François Yao, qui est ingénieur agroéconomiste et exécutif, qui partagera avec nous son expertise sur l'intégration des normes du PMI dans les projets publics de développement. Et j'aurai le plaisir d'assurer cette modération aux côtés de Frank Anderson, Kwasi, qui est Project Manager au département Outreach Corporate Government, qui est certifié PMP, qui va dans un instant nous présenter le déroulé de la rencontre et nous introduire au cœur du sujet. Donc, sans plus tarder, Franck, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Manuela. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Pour le bon déroulement de cette session-là, voici comment se structurera notre webinaire. Dans un premier temps, nous allons présenter un peu les standards du PMI et par la suite, nous allons passer la parole à M. Yao qui va présenter sa session. Après sa session, il va avoir une session d'échange qui sera suivie de questions avec les participants. Et Manuela, on va finir la rencontre avec une synthèse des points de clé et la clôture de la session. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais présenter les standards. Voilà. Donc, la valeur des standards du PMI. Il faut avoir un cadre structuré pour piloter les projets, la clarification des rôles et responsabilités, la gestion proactive des risques, le suivi rigoureux de la performance et l'amélioration de la redevabilité envers les bailleurs. Diapo. Euh, Concernant les standards, il faut aussi rappeler qu'au niveau du PMI, selon les procédures du PMI, nous avons 5 groupes de processus qui permettent de pouvoir mettre en œuvre le projet. Et donc, il faut commencer toujours par ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation qui permet de, qui définit le projet et ses objectifs. La planification qui permet d'élaborer le plan du projet et la stratégie de gestion du projet. Par la suite, il y a l'exécution qui consiste à mettre en œuvre le plan du projet et la réalisation des tâches. Ensuite, il y a le suivi et le contrôle. Le suivi qui permet de véritablement contrôler l'état d'avancement du projet. Et le projet va se clôturer par la finalisation
par une finalisation du projet et l'évaluation des résultats. Et Diapo? OK, merci. Merci à tous. Je pense que j'ai passé la parole à M. Yao François, qui va nous présenter un projet qui a été initié au niveau de la Côte d'Ivoire, un projet financé par la Banque mondiale et dont M. Yao a été le coordinateur. Il s'agit du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance qui a été mis en œuvre depuis 2019 jusqu'à 2024. Donc, je pense que j'ai cédé la parole à M. Yao. Mhm. Donc, nous invitons les participants à poser les questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous en sélectionnons quelques-uns pour la discussion avec notre intervenant. Sans plus tarder, nous allons passer la présentation. Nous allons passer à la présentation principale. Monsieur Yao, c'est donc avec un grand plaisir que nous accueillons Monsieur Yao, Monsieur François Yao, ingénieur agronomiste, tout à l'heure Manuel le présentait. Il a une riche expérience de plus de 20 ans dans la gestion de projets publics et de développement. Il a une très bonne connaissance des bailleurs multilatéraux, bilatéraux, comme la Banque mondiale et le système des Nations unies. Il partagera avec nous sa réflexion et son expérience sur l'application concrète des normes du PMI dans la mise en œuvre des projets publics de développement. Monsieur Yao, vous cédons la parole. Monsieur Yao? Est-ce qu'il est là? Monsieur Yao? Apparemment, je suis en mute. Oui, Je c'est que vais vous êtes en commencer mute. par, je vais commencer par faire ma présentation alors que j'étais en mute. Ah, désolé. Alors. Je disais merci Pour à la, Bonnie pour la réponse, pour cette introduction. Vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit? nous vous recevons CP. Monsieur Oui. Yao, nous vous recevons. Ouais. Donc, je vais passer outre mon introduction, vu que Manuela l'a fait et puis Franck a renchéri, pour dire que dans le cadre des actions gouvernementales, en fonction des secteurs d'intervention et des boulots que ressentent les communautés, l'État met en œuvre un certain nombre de projets pour répondre à des objectifs stratégiques. Et dans le domaine de la nutrition et du développement de la petite enfance, où l'État s'est donné comme ambition de garantir à l'ensemble de la population ivoirienne un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer le bien-être et de soutenir durablement la croissance, il s'est trouvé que après une étude menée sur l'étendue du territoire, 14 régions se sont révélées à prévalence nutritionnelle élevée vis-à-vis de la malnutrition, ou à un stade intermédiaire où si rien n'est fait, la communauté, les populations, notamment les enfants de 0 à 5 ans, qui sont la frange la plus vulnérable, tomberaient dans la malnutrition. Donc, à partir de cette étude, l'État s'est vu obligé de réagir et d'apporter une solution à cette situation dans notre pays. Et donc, la malnutrition a été le problème central du projet. En termes d'initiation, et la malnutrition a été vue comme un obstacle au développement, dans ce sens qu'un enfant qui, entre 0 et 5 ans, se retrouve en situation de malnutrition sévère, peut ne pas terminer son cycle scolaire, et s'il ne termine pas son cycle scolaire et qu'il grandit avec des carences, il ne pourra pas contribuer à l'économie nationale. C'est pour cela on travaille sur la frange 0,5 ans
et pour assurer à la Côte d'Ivoire un avenir en termes de capital humain. Donc, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Et la Côte d'Ivoire a organisé en 2016 une table ronde pour mobiliser des ressources pour le financement de ce plan. Et la Banque mondiale s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour soutenir le plan multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Mais la Banque mondiale, en elle seule, ne peut pas couvrir le plan qui faisait en son temps 266 milliards. Donc, la banque a voulu initier des actions catalytiques pour montrer qu'à petite échelle, avec de l'engagement, on peut arriver à juguler la malnutrition. Donc, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance que nous avons eu l'opportunité de coordonner a été mis en place en 2018 et comme Franck l'a dit, les activités opérationnelles ont démarré en 2019. En termes de planification, pour respecter les standards du PMI, le projet s'est donné comme objectif, sinon résultat principal, d'accroître la couverture des interventions multisectorielles pour la nutrition et le développement de la petite enfance dans 14 régions. Et il fallait toucher, en termes quantitatifs, 265 000 femmes, sinon 1 100 000 enfants comme objectif quantitatif. À ces deux objectifs quantitatifs, il fallait travailler sur des objectifs intermédiaires, des indicateurs intermédiaires, notamment le pourcentage des enfants de 0 à 23 mois ayant un régime nutritionnel acceptable, les parents qui ont participé aux activités d'éducation nutritionnelle, le pourcentage des femmes enceintes qui effectuent leurs 4 consultations prénatales, parce que c'est très important le suivi prénatal, le nombre de mères d'enfants de moins de 5 ans ayant été formées et qui participent à des activités de transformation des aliments, et enfin des ménages qui disposent d'installations de lavage des mains. Tous ces indicateurs-là qui sont en rapport avec les objectifs poursuivis du plan. En termes synoptiques, voilà ce que nous appelons la carte d'identité du projet. Il est soutenu par la banque, il a une durée de 5 ans. Le financement est venu de 2 partenaires, la banque même qui a mis 60 millions de dollars et la banque avait un partenaire très engagé pour la cause infantile qu'on appelle Power of Nutrition, une sorte d'ONG internationale qui a accordé aussi 10 millions à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire devait apporter 15% du financement total qui s'élevait à 4 milliards 500 millions. Toujours en termes de planification, il fallait dire qu'il y avait 2 niveaux d'intervention. On récoltait les besoins au niveau, à la base, au niveau des communautés, mais la mise en forme, selon les canevas, les templates de la banque, se faisait au niveau d'un comité qu'on appelle le comité de planification technique. C'est un comité qui va au-delà de l'UCP. Ce que vous voyez, UGP, c'est l'unité de gestion de projet. Dans le standard PMI, on parlera de bureau de gestion de projet. Et donc, c'est ce comité-là qui, une fois
collecte les données, les besoins des communautés, va structurer le plan de travail annuel. Le plan de travail annuel sera soumis au comité de pilotage. Donc, c'est le comité de pilotage qui est le comité décisionnel qui valide le plan de travail annuel et budget qui est mis en œuvre, et l'unité de gestion du projet va assurer la coordination des interventions, va assurer la gestion des risques et va assurer la coordination des acteurs, des parties prenantes. Donc, au niveau de l'exécution, comme vous le voyez sur le schéma, c'est l'unité de gestion qui assure la liaison entre les différentes parties prenantes. C'est l'unité de gestion qui assure, en relation avec des partenaires opérationnels, la mise en œuvre des activités. C'est l'unité de gestion qui stimule ou bien qui facilite la mobilisation des acteurs. Et c'est l'unité de gestion qui a le contrôle en termes de gestion des ressources, sous-entendu ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles du projet. Au niveau du suivi et du contrôle, des outils ont été mis en œuvre pour suivre les indicateurs dont je vous ai parlé tantôt. On a des matrices, on a des bases de données, on a des études, des missions régulières qui se font sur le terrain pour collecter des informations sur l'avancée du projet et l'atteinte des objectifs quantitatifs que nous avons présentés tantôt. Tout cela se faisait à travers des rapports, connaître aux bailleurs et connaître aux décideurs ivoiriens aussi. Donc, périodiquement, chaque 3 mois, le projet avait pour mandat d'élaborer un rapport de suivi qu'il partageait aux acteurs gouvernementaux et aux bailleurs qu'on appellerait sponsors dans le jargon du PMI. Donc, ces rapports faisaient état de l'état d'avancement des activités et en fonction des goulots, en fonction des obstacles qu'on rencontrait sur le terrain, on ajustait la stratégie en relation toujours avec le comité de planification technique et le comité de pilotage. Donc, si on a des éléments importants qu'on a relevés sur le terrain qui nécessitent des ajustements significatifs, on se référait au comité de planification pour des actions à mener, chiffrées, et on soumettait ça au comité de pilotage qui se réunissait 4 fois par an pour statuer sur nos besoins et s'en rendre compte aussi de l'état d'avancement du projet. Donc là, vous avez une capture de la matrice de suivi des indicateurs en 2023. Vous avez la baseline de là où nous sommes partis. Vous avez la valeur cible qu'on cherche à atteindre. Et au 31 décembre 2023, nous avons fait l'état d'atteinte des objectifs. Donc, vous verrez que pour le premier indicateur, il était déjà atteint, alors que le projet devrait finir en 2014. En 2023, on l'avait déjà atteint, ainsi que le deuxième, le troisième et le quatrième. Il fallait une étude particulière pour apprécier le niveau d'atteinte du troisième indicateur. À la fin du projet, donc durant toute la vie du projet, comme je l'ai dit, chaque année, vous faites 4 rapports et à la fin de l'année, vous faites un rapport global. Et à la fin du projet, vous faites un rapport final du projet où dedans, on va apprécier les résultats du projet par rapport aux objectifs poursuivis. On va évaluer la performance du projet. Est-ce que les objectifs ont été atteints? À quel niveau? Quel est l'impact? On va aussi capitaliser sur les leçons apprises parce que pendant 4 ans, 5 années de mise en œuvre, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre de manière à ce que ça puisse faire école. Et
on apprécie aussi au niveau du projet, hein, dans le document, dans le rendu final, les conditions de durabilité et de transfert de compétences soit aux communautés, aux parties prenantes, soit aux institutions étatiques pour poursuivre les actions. Comme je vous ai dit, les financements de la Banque mondiale, c'était des financements catalytiques qui devraient montrer que c'est faisable, de sorte que l'État même devait mobiliser des ressources additionnelles pour poursuivre. Donc, à la fin, dans la capitalisation des leçons apprises et l'appréciation des conditions de durabilité, vous devez produire des documents qui capitalisent toutes ces connaissances-là et les mettre à la disposition de l'État et du sponsor. Alors, comme difficulté, ce que je peux relever, c'est que le projet travaillait avec plusieurs acteurs, 8 ministères techniques. Le projet travaillait avec l'administration décentralisée. Le projet travaillait avec les communautés à la base et donc chacun avait sa perception et ce qui entraînait beaucoup de lourdeur quand on connaît la situation des fonctionnaires, la situation, quand je dis la situation, le rythme de fonctionnement des fonctionnaires qui diffère de temps à autre avec la situation du privé. On devait travailler avec 18 organisations partenaires de mise en œuvre. Finalement, 5 nous ont lâchés. C'était principalement des organisations de la société civile internationale qui s'étaient joints à nous de manière à ce qu'on profite de leur expertise, mais après 1 an de mise en œuvre, elles se sont toutes retirées. Donc, du coup, leur zone d'affectation, les actions qu'elles avaient déjà initiées, il fallait trouver immédiatement des acteurs pour prendre en charge. Et cela, comme je l'ai dit, des propositions ont été faites, des propositions ont été entérinées par le comité de planification technique et validées par le comité de pilotage avant d'être soumis aux sponsors. On a été aussi contrarié par la COVID pour dire que dans l'écosystème de mise en œuvre d'un projet, tout peut arriver. Et on était là, c'est dans la moitié nord. Les 14 régions dont j'ai parlé, c'est depuis le nord-est jusqu'au nord-ouest. Et donc, avec la COVID, il y avait les mesures de restriction, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus aller dans nos zones à partir d'Abidjan pour mener les activités. Donc, c'était même lié, faire la connexion physique avec nos antennes sur le terrain, avec les parties prenantes disséminées sur l'étendue du territoire, c'était très difficile. Et donc, il fallait imaginer une autre manière de travailler. Et donc, la COVID nous a sérieusement contrariés dans la mise en œuvre du projet. Et on s'est rendu compte qu'à la fin du projet, beaucoup d'indicateurs ont été atteints, mais en même temps, ça nous a enseigné que les acteurs de la communauté qui mettaient en œuvre les activités, parce qu'une chose que je n'ai pas pu dire au départ, c'est que ce projet-là faisait faire les activités par les communautés elles-mêmes de manière à leur transférer la compétence et de manière à ce que des automatismes s'installent dans leur comportement. Donc là aussi, on s'est rendu compte que les volontaires commençaient à bien maîtriser, mais derrière, ils voyaient en cela un emploi et ils commençaient à réclamer une rétribution. Donc, on a imaginé plusieurs mesures d'incitation monétaires et non monétaires souvent pour les fidéliser, mais c'est quelque chose qu'il faille bien adresser pour conforter ces acteurs volontaires. On s'est rendu compte que la suite des activités devait se faire par les ministères techniques sectoriels. Quand vous lisez MTS, c'est les ministères techniques sectoriels. Et leur implication et leur engagement étaient très déterminants dans la durabilité des interventions.
Les femmes aussi, qui étaient les premières actrices en termes de nutrition, parce qu'elles produisaient, elles transformaient et c'est elles qui nourrissaient les enfants, étaient limitées dans leur dynamique par l'analphabétisme. Donc, il fallait engager des actions fortes d'alphabétisation pour leur permettre de comprendre même les mesures qu'on prend sur les enfants, le périmètre brachial, la taille de l'enfant, le poids, tout ça, pour qu'elles comprennent l'importance de toutes ces choses. Donc, l'alphabétisation fonctionnelle devrait être quelque chose de très, très, très central si on devrait poursuivre. Et il y a des initiatives d'incitation qu'on a vues par ailleurs, le financement basé sur les résultats. Et on a voulu que ce soit quelque chose qui soit très étendu parce que c'est à la fin de la vie du projet que nous avons initié cela. Ça va être du répondant, mais il fallait insister. Il fallait promouvoir aussi la transformation parce que beaucoup de produits sont périssables en Côte d'Ivoire et ça limite la disponibilité sur une longue période. Donc, il fallait engager toutes ces actions de transformation pour permettre aux communautés d'en avoir accès un peu plus longtemps. Donc, comme leçon, à la fin du projet, on s'est rendu compte que la nutrition est un élément multisectoriel parce que euh, euh, ça se matérialise par un état de carence. On penserait à la santé, mais d'aucuns diraient que pour bien manger, il faut bien produire. On ne peut pas manger quelque chose de bien dans un environnement malpropre. Donc, il faut assainir. Donc, le ministère de l'Environnement est présent. On ne peut pas produire que des végétaux. Il faut des animaux. Donc, le ministère des Ressources animales. Et ainsi de suite. Il y a 8 ministères qu'on a recensés et qui sont partie prenante. Donc, c'est quelque chose où chacun doit venir jouer son rôle. Ce n'est pas facile en 3 ans, 4 ans de le faire. Donc, ça a besoin d'être pérennisé. L'implication des acteurs, comme je viens de le dire, les ministères sectoriels est une gage de durabilité parce que là maintenant, ça va rentrer dans la mission régalienne de l'État. Et donc, un acteur qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire doit intervenir pour prendre en compte le secteur de la nutrition dans ses interventions. On a vu que dans certaines localités, dans certaines régions, on a impliqué les mutuelles de développement et lorsque c'est fait et que la mutuelle s'implique, les activités vont assez rapidement de manière à ce que sur une forte période, on n'a plus rencontré des cas de malnutrie dans ces régions-là parce que la mutuelle aidait à soutenir des activités et à les renforcer. Les activités génératrices de revenus aussi ont été un élément très important parce qu'on a permis aux volontaires qui réclamaient des rétributions de mener ces activités et les revenus générés par ces activités-là ont permis à ces acteurs-là d'être valorisés et de s'impliquer davantage dans les activités. Donc, si on doit reprendre à grande échelle, il faut imaginer ces genres d'activités-là pour les animateurs. Les ONG qui facilitaient les activités sur le terrain ont joué un rôle prépondérant parce que c'est ces acteurs-là qui connaissaient la communauté, qui savaient s'y fondre et qui avaient des mécanismes de mobilisation pour mener des activités. Donc, c'est des ONG, en tout cas, qui ont été très déterminants. Et donc, même si l'État doit prendre le relais, on pense que l'État doit s'appuyer toujours sur ces facilitateurs-là. À la fin, le foyer de renforcement des activités de nutrition qui a été mis dans près de 2000 villages a été un instrument assez déterminant parce que ça rapprochait l'offre de services de nutrition des services des 8 ministères là, de la communauté. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire dans le cadre du PMN-DPE et dire pourquoi
les projets publics rencontrent-ils des difficultés? C'est parce que, on travaille avec plusieurs acteurs. Je vous ai dit, dans notre cas, il y avait 8 ministères. Le projet même était rattaché à la primature, mais il y avait 8 ministères qui devraient intervenir. On travaillait avec les préfets de région, les sous-préfets qui étaient des relais. On avait 8 antennes, donc il y avait une multiplicité d'acteurs à coordonner et c'était très complexe. Les projets rencontrent aussi des difficultés parce que entre l'observation du goulot sur le terrain, qui est, je dirais, dans la moitié nord, jusqu'à ce que le comité de planification technique se réunisse et que le comité de pilotage valide, vous voyez que le dispositif d'anticipation les possibilités deviennent minces et ça ralentit aussi avec la lenteur administrative, la mise en œuvre des activités. Le dispositif de suivi est également à regarder de près parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière l'importance de la fiabilité de la donnée et c'est quelque chose de très, 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 très déterminant dans les projets sociaux que nous conduisons parce que c'est de la donnée que part l'analyse et la prise de décision et très souvent, pour de grandes enquêtes, si vous n'avez pas un dispositif de suivi et de contrôle, les gens peuvent ne pas vous fournir des données fiables. Donc, comme recommandation, vraiment avec ce que PMI véhicule, il est très important de nous aligner sur les standards du PMI parce que c'est des standards qui tendent vers le privé. Donc, étant dans le public, c'est des choses qui peuvent être très profitables parce que ça évite le gâchis, si je peux le dire. Ça permet d'être target et focus sur l'objectif. Et c'est des standards qui peuvent permettre aux équipes publiques d'acquérir des compétences et de changer au moins des manières de faire et surtout en termes de gouvernance, d'engager ces acteurs-là dans une dynamique de gestion axée sur le résultat et aussi d'améliorer le système de pérennisation et de durabilité des interventions. Promouvoir la culture PMI, c'est vraiment intégrer la gestion des projets dans les administrations, c'est développer les connaissances certifiées, comme je viens de le dire, c'est institutionnaliser les bonnes pratiques et c'est carrément changer de comportement, c'est créer l'ivoirien nouveau dont parle l'État dans son slogan. En conclusion, l'application des standards PMI peut améliorer la gouvernance, la coordination et l'impact des projets et nous pensons que euh, le PMNDPE dont je viens de parler, c'est un projet qui a duré 5 ans. C'est très difficile pour le sel des édits salés, donc j'ai résumé en quelques slides la gestion pour tenir dans le temps et donc je suis à votre disposition au cas où vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yao, pour cette présentation très instructive et riche en enseignements. Nous allons maintenant ouvrir la session d'échange avec les participants. Je pense que dans le chat, on a déjà eu une question. Voilà. Je pense qu'on a eu une question à laquelle on a répondu. Le participant Comment on voulait fait? On savoir, en fait, va en question-réponse ou bien on prend une liste et puis on répond? non, ça sera de l'interaction. Manuela, Ok, c'est bon. ça sera de l'interaction. Et Oui, donc, oui, c'est préférable. voilà, il y a un participant qui voulait savoir est-ce que l'UGP et les PMO étaient deux structures différentes. Je pense que ce sont les mêmes entités. euh, ce sont les mêmes entités. Dans le cadre de la gestion du PMI, on parle du PMO. Mais si vous Voilà. voulez, ce sont des projets, c'est pratiquement les mêmes structurations. Monsieur Yao, vous voulez dire quelque chose? Ajouter quelque Non, chose à ce que c'est j'ai dit? exactement ça. On parle de PMO dans le jargon PMI, mais C'est ça? dans le jargon Banque mondiale et même d'autres bailleurs,
on parle d'unité de gestion. C'est une cellule qui est mise en œuvre, qui est mise en place. Les acteurs sont recrutés sur appel d'offres et ils mettent en œuvre le projet. Donc, on a le coordonnateur, on a tous les acteurs support pour la mise en œuvre des activités. Merci, M. Yao. Euh, M. Yao, il y a une question qui me trottine l'esprit. Oui, Tout à l'heure, vous avez fait cas des parties prenantes qui oui. me semblent très larges, la primature, le ministère, les jeunes et les communautés. Comment avez-vous réussi à aligner tous ces acteurs autour d'une même vision? Alors, euh, euh, c'est pas miracle, hein. On a juste on a juste associé les C'est ça. acteurs dans la prise de décision. Comment ça se fait? On a créé comme le comité de planification technique où ces acteurs-là étaient représentés. On a des comités au niveau régional présidés par le préfet où les mêmes acteurs ministériels et les acteurs de mise en œuvre étaient représentés. Et au niveau sous-préfectoral, tout proche des communautés, on avait le comité, ce que vous lisez sur la slide COSTMAT, c'est le comité sous-préfectoral de, de nutrition et de développement de la petite enfance. Donc, au niveau sous-préfectoral, il y avait les mêmes comités qui se réunissaient chaque mois. Au niveau régional, c'est chaque 3 mois. Et au niveau central, comme je vous ai dit, c'est le comité de pilotage, c'est 4 fois par an. Donc, régulièrement, ces comités-là se réunissaient et débattaient des actions du projet. À côté de cela, il y a les missions régulières que nous faisions. On avait 8 antennes, pardon, et les collègues interagissaient directement, les chefs d'antenne, avec les comités sur le terrain. Le siège même se déplaçait souvent. Et on se partageait régulièrement aussi des notes, les, les rapports, les notes, j'allais dire, au moins des informations, des nouvelles technologies. Il y a les rapports statutaires, mais il y a les informations régulières qui nous parvenaient. Donc, de sorte que dès qu'il y a un problème, on intervenait. Donc, finalement, l'interaction régulière avec ces communautés-là faisait que chacun se sentait dans la chose et tout le monde a adhéré. Merci bien. Si je comprends bien, il y avait 3 niveaux. Il y avait un niveau central, un Oui, niveau intermédiaire qui est au niveau du département, et puis le troisième niveau, c'est le niveau sous-préfectoral. oui. Qui est plus proche des communautés, puisque l'action se mettait dans la communauté. Donc, c'est les comités-là. C'est ça. C'était un premier niveau. Le deuxième niveau, les réunions régulières et les partages d'informations. Et puis, à C'est la base, j'allais dire la ça. reconnaissance de ce que les gens faisaient, C'est ça. qui ressortait dans les projets et dans les rapports, qui ressortait dans les missions de supervision et ça les mettait au travail. C'est ça. Parlons des communautés. Oui, On sait que la mobilisation des acteurs communautaires est souvent déterminante dans les projets sociaux. oui. Quelles stratégies ont été utilisées pour engager les communautés locales? Et comme je l'ai dit, le projet faisait travailler des partenaires opérationnels. C'est ça. Et donc, le projet s'est appuyé sur la connaissance des organisations de la société civile, notamment les ONG. C'est ça. Ces ONG-là, avec les outils de travail, avec les méthodes, mais pour nous, c'était très déterminant. Ces ONG connaissaient le milieu, savaient s'y intégrer, et ces ONG-là, pour nous, mobilisaient les communautés. Donc, on mettait des ressources pour la mobilisation communautaire. Donc, à partir d'un diagnostic dans chaque village que menaient les ONG, ils arrivaient à déterminer les freins,
les opportunités qui pourraient leur permettre de les engager. Et sur cette base-là, ils faisaient le travail avec beaucoup plus d'aisance. Ok. Merci, M. Yao. Parlons des ONG qui ont été, je crois, euh, la partie prenante qui travaillait de manière étroite avec les communautés. Comment avez-vous géré la coordination entre les institutions publiques et les ONG partenaires? Comment est-ce que vous avez géré cette coordination-là? Tout à l'heure, vous avez fait cas des missions de supervision et je crois des unités de coordination de projets au niveau de la région. Comment Oui, est-ce que vous avez géré toute cette coordination-là, monsieur Yao? alors on avait 14 régions. On a C'est cela, recruté par appel d'offres 18 ONG. c'est ça. On va dire 5 nous ont lâchés, mais on s'est appuyé finalement sur 13. Donc ces ONG avaient des cahiers des charges. Ces ONG étaient sous convention. Ces ONG avaient des indicateurs jalons à atteindre. Et donc, on va dire, on a engagé ces ONG-là dans une dynamique de gestion axée sur les résultats. Et donc, périodiquement, ces ONG nous remontaient les informations à partir des antennes. Et donc, on avait la situation régulière de l'état d'avancement de chaque ONG. On répondait à ces besoins financiers, à ses besoins matériels. Et donc, la coordination se faisait depuis les antennes jusqu'au niveau central. Si les problèmes dépassaient les collègues du niveau périphérique, j'allais dire, de OK. l'antenne. Donc, OK. à partir de l'UGP, on arrivait à surmonter un certain nombre de difficultés que les collègues de terrain n'arrivaient pas à répondre. Sinon, le premier rideau, c'était les antennes. Les antennes interagissaient avec ces ONG C'est et ça. nous, on venait en support. C'est ça. OK. Merci, monsieur Yao. Je pense que nous avons plusieurs questions dans le chat. Il y Oui, a un participant qui voulait savoir comment la structure de gouvernance du PMDPE s'est-elle organisée dans la pratique entre les ministères, les bailleurs et l'équipe projet. alors Comment la structure de en termes de gouvernance. gouvernance, les ministères étaient membres du comité de planification. Donc, en rapport avec on va dire la charte du projet, pour rester dans le jargon du PMI, en rapport avec la charte du projet et du document de planification, ces ministères-là s'assuraient de l'alignement avec le plan national multisectoriel de nutrition. Ces ministères-là s'assuraient d'une meilleure répartition des ressources sur les activités. Ces ministères-là participaient aussi aux missions conjointes de suivi. Et donc, chaque 3 mois, avant de sortir le rapport trimestriel, on organisait une mission conjointe dans l'ensemble des régions du projet pour aller s'assurer de l'état d'avancement des activités. Et ces ministères-là participaient aussi, de par leur présence, au comité de pilotage, qui était présidé par le directeur de cabinet de la primature, mais qui était composé des directeurs de planification des 8 ministères dont j'ai parlé. Donc, la coordination entre ces acteurs ministériels et l'UCP, c'était vraiment en termes de planification, en termes de suivi et en termes de capitalisation des connaissances. Merci, monsieur Yao. Nous allons toujours rester dans le chat. Il y a un participant qui voulait savoir quels ont été les outils qui ont été utilisés pour structurer le plan de management du projet. MS Project, Primavera, est-ce que vous avez eu à utiliser, Oui, on monsieur Yao? utilise MS Project, C'est ça? mais c'est vraiment pour planifier, enfin, pour faire notre plan d'action, plan de travail, en fait. Et notre plan de travail, c'était annuel. On avait un plan de travail annuel qu'on faisait valider chaque année.
qu'on élaborait à partir de MS Project avec d'autres outils de planification pour voir l'affectation des ressources, la réalisation des activités, est-ce qu'on est dans la bonne dynamique. Donc, principalement, c'était ça. Je ne Ok. sais pas si j'ai répondu. Il y a une multitude d'outils C'est ça? à disposition qu'on Vous avez utilisait. utilisé. Mais c'est le plan de travail et budget Oui, annuel qui était notre outil de référence, quoi. c'est ça. Merci, Monsieur Yao. Je pense que dans le cas qu'il y a Orlando qui voulait savoir comment vous avez mis en symphonie le système PMI dans le cadre de votre projet avec le système public. Quand on connaît le fonctionnement du public, il y a Kada aussi qui voulait savoir aussi comment avez-vous fait face aux défis avec les partis étatiques quant à l'application des standards du PMI. Je pense que les questions se rejoignent. Oui. Comment est-ce que face Alors, aux réalités, il faut euh, dire que la Banque mondiale, dans son partenariat avec la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de ces projets, et de plus en plus, la tendance est en train de changer, mais jusqu'alors, la banque demandait de mettre en place cette unité de gestion. Donc, sur l'ensemble de son portefeuille, vous verrez qu'il y a plusieurs unités de gestion. Ces unités-là sont rattachées à des structures publiques, mais avec un fonctionnement privé. c'est ça. Et donc, c'est cette base de fonctionnement privé-là qui faisait qu'on avait des standards et que j'arrive aujourd'hui à faire l'analogie entre les standards du PMI avec nous, nos fonctionnements. Donc, les outils qu'on a développés, les objectifs poursuivis et le mécanisme de gestion quotidienne et les mécanismes de coordination des interventions étaient basés sur des, enfin, s'inscrivait dans une action, dans une gestion axée sur le résultat. Donc, on recherchait la performance à tous les niveaux, on recherchait l'efficacité dans la mise en œuvre des activités et on recherchait l'efficience, le meilleur service au moindre coût. Donc, tout ça, dans la mise en œuvre, dans l'identification des activités, dans la stratégie de mise en œuvre, c'était des éléments dont on tenait compte pour fonctionner. Ce qui fait que dans le fonctionnement, on était un peu privé, même si on était rattaché à des structures publiques. Je pense que c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Merci, Monsieur Yao. Il y a Émilie Eichmann qui voulait savoir le fait qu'il y ait de nombreuses parties prenantes dans le cadre d'un projet, souvent ça pose des difficultés. Et dans Oui, le cas du PNDPE, elle voudrait savoir s'il y a de bonnes pratiques que vous pourriez partager qui ont permis à votre projet de pouvoir atteindre de bons résultats. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous pourriez partager, notamment avec la gestion de ces parties prenantes-là, qui ont vraiment influencé positivement votre projet? oui. S'il y a deux éléments que je voulais relever qui ont beaucoup aidé, je vais m'appuyer sur les comités régionaux de planification des actions de nutrition et de développement de la petite enfance et les comités sous-préfectoraux. Figurez-vous, on a placé ces comités-là sous la coordination et la présidence des sous-préfets pour ce qui concerne les comités sous-préfectoraux et des préfets de région. Et on a mis à leur disposition des moyens pour faire des suivis trimestriels quand c'est au niveau région et bimestriels quand c'est au niveau sous-préfecture. Donc, l'engagement de ces acteurs-là sur le terrain, dans la mobilisation des communautés, dans la mobilisation des partenaires opérationnels, je vais parler des ONG, même dans la mobilisation des partenaires étatiques qui sont dans leur rayon, nous a beaucoup aidé. Donc, s'il y a lieu de reprendre, c'est vraiment de multiplier cette manière de gouverner là, parce que déjà au niveau local, le sous-préfet rend compte au préfet. Si une ONG n'a pas fait son travail, le sous-préfet nous informe, le sous-préfet informe le préfet
Si des communautés traînent à faire le travail, ils interviennent pour les mobiliser, pour mieux expliquer l'objectif poursuivi, le bien fondé pour les communautés. En tout cas, le dialogue social était facilité par ces acteurs-là à côté des ONG. Et donc, c'est quelque chose de très remarquable qu'il faille reprendre s'il y a lieu de passer à échelle. Je ne sais pas si j'ai répondu Merci, monsieur à la question. Merci. Il y a un participant anonyme qui a posé la question, je pense que vous avez répondu partiellement à la question. Il demande à savoir comment est-ce que vous avez assuré la pérennité des résultats après la clôture du projet. J'ai dit, vous avez répondu partiellement à la question parce qu'on sait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs sous-préfectures Oui, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le comité qui existe au niveau de la sous-préfecture qui est géré par le sous-préfet. oui, Et donc, je me dis, dans mon entendement, ce comité-là fonctionne tous les jours, régulièrement. oui. Et donc, la pérennité, elle est censée peut-être suivre la continuité des activités. Je ne sais pas si Alors, pour j'aborde assurer un la peu ce que... pérennité de ce que nous avons fait, c'est d'abord de documenter toutes les approches que nous avons dû développer euh, lors de la mise en œuvre du projet. Donc, vous verrez, voilà, dans la clôture, tous ces documents que j'ai tenu à mettre un peu sur la slide, ce sont des guides. Quand vous voyez le guide franc, par exemple, c'est comment OK. intervenir dans la communauté dans le sens de la nutrition et du développement de la petite enfance. Donc, nous avons documenté depuis l'action de l'ONG jusqu'aux actions des communautés dans ce guide. Nous avons sorti un ouvrage spécial sur les 15 actions clés que doit mener une ONG dans le sens de la nutrition et du développement de la... Donc, pour dire que les connaissances ont été documentées. Les acteurs ministériels qu'on a identifiés qui devaient prendre le relais ont été formés. Donc, voilà un peu des stratégies que nous avons dû développer pour assurer un peu la pérennité. Concernant les acteurs de terrain, on s'est rendu compte que les animateurs avaient déjà intériorisé les pratiques, mais demandaient des rétributions. Donc, avant de partir, on a dû mettre en place, avec l'appui des ONG, des activités génératrices de revenus. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a fait l'état de près de 3100 AGR. Il y a environ 60 à 70% qui sont encore fonctionnels. AGR, c'est activité génératrice de Merci, monsieur revenus. Yao. Il y a Pattern Evra, c'est ça, les activités génératives de revenus, l'AGR. Il y a Pattern Evra Bou qui voudrait savoir qu'en est-il du retrait des ONG. En fait, il explique que les ONG étaient partie prenante de ce projet Mhm. et ils se sont retirés aujourd'hui. À quel niveau est le niveau de participation de ces ONG-là? Alors, pour plus de durabilité, on s'est rendu compte que en permettant aux ONG de travailler, ces ONG-là apportaient beaucoup au projet, mais la pérennité n'était pas garantie parce que si demain ces ONG-là nous font faux bond, comme l'a fait les ONG internationales, on va se retrouver sans prestataire, sans partenaire opérationnel. Donc, le gouvernement a analysé la situation et on a arrivé à la conclusion que chaque ministère clé qui intervient dans la nutrition doit développer des activités, en tout cas prendre en main les interventions qui lui concernent. Donc, qui le concernent, pardon, chaque ministère. Donc, c'est ce que nous avons fait, former les acteurs ministériels, comme je l'ai dit, et les mettre au devant des communautés. Donc, c'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui. Il est question que les ministères sectoriels prennent le relais des ONG. Pour le moment, sur les 8, il y a 5 qui se sont
mis au devant et les trois autres vont venir en support. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là de test de la prise en main des interventions par les ministères sectoriels. Et ça a commencé depuis, on va dire, juin 2025. OK. Merci, Monsieur Yao. Il Mhm. y a un participant qui se nomme Alix Elodie Lewry qui vous demande que pensez-vous que est-ce que le programme a eu un impact? S'il a eu un impact, s'il y a une phase 2, comment l'auriez-vous refait? Cette phase, s'il y avait une possibilité de reconduction de ce projet-là et que vous en étiez toujours le coordinateur, comment est-ce que vous auriez refait? Alors, en termes d'impact, il faut le dire que, comme je dis, on n'a pas voulu s'étendre sur beaucoup d'éléments, C'est ça? mais j'aurai l'occasion de faire d'autres communications, vous verrez. Sur le cas des malnutris, il y a deux types de malnutrition, on va dire trois, mais nous, on s'est appesanti sur deux types. Il y a la malnutrition qui est du fait d'une carence alimentaire, un manque d'aliments. Et à ce niveau-là, on peut être dans un stade modéré, c'est-à-dire on tend vers le stade critique, ou on peut être dans un stade très critique qui même entraîne d'autres complications. Et ça, c'est les malnutries sévères. Dans le jargon, on les appelle les malnutries aigus sévères. C'est ça? La troisième forme qui est la surnutrition, l'obésité, mais nous, on n'a pas trop travaillé dans le cas du PMNDPE sur la surnutrition. On a beaucoup travaillé sur la sous-nutrition, le manque d'aliments. Et dans les communautés, c'est ce qui sévit. Souvent, vous avez des enfants dans les villages qui ont 2 ans, 3 ans, qui ne marchent pas. Les gens les appellent les enfants serpents. Oh, c'est un simple problème de nutrition. J'ai des images, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous en présenter. Sinon, sur les sévères, sur la durée de projet, on en a sorti un peu plus de 2000 de cas C'est sévères. ça. Des enfants qui étaient voués à la mort parce que un cas sévère, quand il n'est pas traité, il tend résolument vers la mort. On en a sauvé 11 000 enfants en situation de malnutrition aiguë modérée. L'aigu modéré, s'il n'est pas pris en charge, il devient sévère. Donc, ça veut dire que si le projet n'était pas intervenu, on aurait laissé ces 11 000 enfants mourir un à un. Hein, c'est un à un, donc ça n'attire pas l'attention de tout le monde. S'ils mouraient tous, on allait dire, mais pourquoi un coup 11 000 enfants meurent? Vous voyez, mais comme c'est un enfant, famille par famille, ménage par ménage, on n'en tient pas compte. Donc, c'est ces 11 enfants que nous avons, 11 000 enfants que nous avons pu réhabiliter. Le C'est ça. projet a entretenu, on va dire, sur toute la période, plus de 165 000 femmes qui ne suivaient pas les consultations prénatales. Or, quand ce n'est pas fait, l'accouchement devient difficile, l'enfant naît avec des maladies, la femme même ne s'en sort pas. Donc, tous ces éléments-là ont été capitalisés, sans compter les plus de 2 millions de personnes qui ont eu euh, enfin, qui ont été formées en éducation nutritionnelle. Donc, toutes ces données-là ont été recensées et je pense que c'est au regard même de ces résultats obtenus que la banque a souhaité continuer le projet pour lequel je suis encore là. Donc, pour dire en termes d'impact, on a eu C'est des ça. impacts. Je vous ai montré les résultats. Vous voyez que sur les résultats intermédiaires, sur 5, 3 avaient déjà même été, non, 4 avaient été déjà atteints avant terme. C'est dit combien de fois le projet a été efficace. Donc, pour me reprendre, le projet a eu des impacts sur le C'est ça. terrain. Si ceux qui ont visité le Grand Nord
et qui ont prêté l'attention, vous verrez que le projet a rapproché le service de garde d'enfants dans la communauté. Il y a beaucoup de villages où le FRAN, le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire, est devenu pour eux comme un jardin enfant. Les femmes déposent les enfants, elles vont au champ, elles vaguent à leur occupation, elles reviennent l'après-midi prendre l'enfant qui a été surveillé, qui a bénéficié d'un repas et même d'actions de stimulation. Stimulation motrice, stimulation cognitive, parce qu'on fait faire des jeux aux enfants. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Merci, Monsieur Yao, pour vos éléments de réponse. Il y a tout à l'heure, vous énumérez les différents résultats qui ont été atteints à la suite de la mise en œuvre de ce projet-là. Il y a un participant qui voudrait savoir les outils qui ont été utilisés, les outils de communication qui ont été utilisés dans le cadre de Mhm, ce projet multisectoriel. mhm. Quels Alors, sont les outils de communication qui ont été promus? on avait un spécialiste maison en communication, mais en tant que coordonnateur, je vais m'essayer. On avait plusieurs outils de communication et on passait très souvent par les ONG qui étaient nos partenaires opérationnels, mais qui développaient eux-mêmes quelques outils, hein. Je vais dire les affiches, la criée. Mais nous, on avait signé une convention avec les radios locales. Et D'accord. donc, tous les éléments qu'on développait étaient traduits en 7 langues locales et passaient en boucle dans les zones avec les rayons de couverture des radios. Donc, c'était l'élément important. Et puis, on utilisait vers la fin du projet, peut-être que d'autres l'ont vu, des conventions qu'on a signées avec la RTI et puis NCI, la nouvelle télévision de Côte d'Ivoire, pour nous D'accord. passer des éléments sur la nutrition, notamment NCI reportage. Bon, la RTI, là, c'était chaque trimestre nos missions de supervision qu'on faisait. La RTI était partie prenante et ça passait au journal de 13 heures du dimanche ou bien donc, on avait des petites émissions comme ça qu'on faisait passer. C'était des outils qu'on utilisait. Malheureusement, on va dire, on n'a pas pu dérouler tout le plan de communication en nous appuyant sur les influenceurs, en nous appuyant sur les nouveaux outils TikTok et qui passaient parce on a fait des capsules, mais qu'on n'a pas D'accord. pu diffuser au moyen de ces outils-là. Sinon, la réalisation, les capsules ont été faites. Voilà. C'est ça. C'est ça. Merci, Monsieur Yao. Je pense qu'on a beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là. Euh, Vraiment, nous tenons à dire merci à Monsieur Yao qui s'est prêté à cet exercice. Je pense que nous avons aujourd'hui un aperçu des projets publics qui sont mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que le temps imparti ne nous permet pas véritablement de pouvoir dire davantage sur ce projet multisectoriel qui a été vraiment un projet qui a permis de sauver beaucoup d'enfants de Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire merci à M. Yao pour sa présentation. Manuela, je ne sais pas si tu es là. Oui, Franck, je Allô? suis là. Ok. Je pense que je vais te passer la Oui, main. d'accord, ok. Merci beaucoup, Franck. Merci à Monsieur Yao. C'est bon, Franck, tu Merci. m'entends? Nous te recevons en 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé en revue ce projet-là. Donc, avant de clôturer notre webinaire, nous allons retenir quelques messages. Tout d'abord, les projets publics en Côte d'Ivoire partent généralement de besoins sociaux exprimés ou ressentis par la population. Ça, c'est un fait. À l'image du projet présenté par Monsieur Yao, le projet multisectoriel nutrition et développement de la petite enfance. Ensuite, on constate que plusieurs normes promues par le PMI sont déjà présentes dans la gestion de ces projets publics.
même s'ils n'ont pas les mêmes intitulés. Ce qu'on a constaté, par exemple, le comité de planification technique, qui joue le rôle de PMO. Les KPI que nous promettons au niveau du PMI sont présents aussi. Et la validation du périmètre et la livraison des résultats aux clients sont également visibles à la fin des projets, notamment à travers l'élaboration et la soumission des rapports, du rapport final. Cependant, l'application complète de ces normes, faut le dire, notamment le maintien de l'engagement de toutes les parties prenantes tout au long du projet demeure un défi. Donc, la formation et le renforcement des capacités de nos agents du secteur public euh, clairement apparaît comme un levier essentiel pour y parvenir. Donc, pourquoi pas insérer les formations du PMI au sein de l'ENA, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est dans ce contexte que le chapitre PMI Côte d'Ivoire, à travers son département Outreach Corporate, entend renforcer la collaboration avec les institutions publiques, mais aussi le secteur privé, bien évidemment, notamment à travers des signatures de MOU et consorts. Donc, nous invitons les participants de ce webinaire qui sont issus du secteur public à nous contacter afin qu'on explore ensemble les moyens pour lesquels nous pouvons contribuer à améliorer l'impact de nos projets de développement en Côte d'Ivoire, à travers l'utilisation, bien évidemment, des standards du PMI. Euh, je glisse un petit mot sur la célébration des 10 ans du PMI, euh, chapitre Côte d'Ivoire. Nous prévoyons d'organiser en marge de cette célébration-là un cadre de discussion qui va réunir les cadres d'institutions publiques et privées autour des enjeux et des bénéfices liés à l'application des normes de gestion de projets dans nos institutions. Donc, les dates de cet événement-là, ne vous inquiétez pas, vous seront communiquées Mhm. très prochainement. C'est En bon. attendant, nous vous invitons tous autant que vous êtes, si vous êtes déjà membre ou si vous ne l'êtes pas, à vous connecter à nos différentes plateformes pour en savoir davantage. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Facebook, nous avons notre site aussi Internet. Donc, aussi, pour ceux qui ne sont pas encore membres du PMI, OK. je vous encourage vivement à nous rejoindre en contactant le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Franck, tu peux Euh, afficher le numéro, s'il te plaît. Monsieur Yao, Voilà. Il y a le numéro qui va s'afficher. Voilà. et Vous vous tapez, pouvez voilà, nous joindre voilà. Il y a le site. Il y a le lien c'est ça. pour vous connecter au site. Il y a le numéro aussi qui est WhatsApp. Et pour les étudiants, envoyez reçu au numéro aussi qui s'affiche. Donc, avant de nous quitter, je vous invite également à vous exprimer sur la satisfaction de ce webinaire. Monsieur Yao, on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc, vous pouvez scanner ce webinaire pour exprimer votre satisfaction ou pas, si ce webinaire n'a pas répondu à vos attentes. Donc, nous remercions chaleureusement notre intervenant, Monsieur François Yao. On sent la passion qu'il a à diriger les projets. Et Monsieur Yao est futur membre du PMI. Je, le, je prophétise en même temps. Il est futur membre du PMI. Il est futur Bien certifié. entendu. Il est futur certifié PMP, donc il sait de quoi il parle. Donc, merci beaucoup, Monsieur Yao, pour le partage d'expériences. Merci à mon binôme Franck, merci infiniment. Et Merci merci beaucoup, à tous madame. les participants. Merci pour votre présence, merci pour votre contribution, merci pour vos questions. Nous espérons que la session vous apportera des outils et des perspectives utiles pour renforcer la gestion de projets publics au sein de votre organisation si vous êtes du secteur public. Et voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente fin de soirée et nous espérons que vous allez nous rejoindre au PMI
et nous allons vous retrouver dans nos prochains événements. Restez connectés à nos différentes plateformes. Merci à tous et à toutes et au revoir. Bye bye. Merci Franck, merci, au Bye revoir. bye. Au À très revoir, Manuela. bientôt. Merci à M. À très Yao. À très bientôt de me bientôt. recevoir. Merci.